Salut la commu, pour le lancement de Croissant Strike, on vous a réservé une petite surprise. On est ici au VIF pour rencontrer Néo, le CEO de Team Vitality. C'est parti. Bonjour Néo, merci de nous avoir accordé cette interview au VIF. On va revenir ensemble sur l'année 2024 avec tout ce qui a pu se passer du côté de Vitality. Mais avant, on voulait commencer forcément par la fin d'année 2023. Il y a eu cette victoire, bien sûr, au Major de Paris. On le rappelle toujours, la plus belle des victoires. Ensuite, Flemzy qui remplace Dupré. Et ensuite, la fin d'année où on arrive sur la reconduction des contrats de Zonic et de Magisk. Et la première question, c'est qu'est-ce qui a bloqué pour reconduire Magisk dans son rôle de fixe et Zonic en tant que coach? Qu'est-ce qui a bloqué? Je pense plein de choses. Je pense déjà, on a fait une année 2022, on revient loin, hein. On fait une année 2022 un petit peu compliquée. Donc généralement, nous, ce qu'on aime chez Vitality, c'est commencer à initier les discussions avec les joueurs ou même les coachs un an, voire un an et demi avant la fin de leur contrat. Effectivement, pour éviter la situation de se retrouver où les joueurs partent gratuitement ou dans une situation un peu de panique. La vérité, c'est que l'année 2022, avec les coûts qu'on avait, c'est-à-dire la masse salariale qu'on avait, elle était très insatisfaisante. Donc, est-ce que aujourd'hui et à ce moment-là, dans ces temporalités, j'étais convaincu que ce projet était le bon ou que du moins, par exemple, le coach Zonic était la bonne personne? Non. Donc, on a eu une petite explication fin 2022 où j'ai dit, bah voilà, plus jamais cette année-là. Et ce qui va vraiment être le point d'orgue et la décision, ça va être le résultat au Major. Donc il y a eu entre guillemets un petit délai de 4 à 5 mois avant de m'assurer que en fait finalement le process était bien en place, que l'équipe progressait et qu'elle était capable d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au moment de recruter les Danois. Ça a été le cas, on a gagné le Major et là on a commencé du coup à un petit peu renégocier et à ce moment-là vraiment la conjoncture et le contexte fait que on est en plein milieu de l'e-sport winter, c'est-à-dire que vraiment ça fait un petit moment qu'il y a eu le crash des cryptos, qu'il y a eu la guerre en Ukraine. La plupart des top clubs mondiaux galèrent. Nous, c'est sûr qu'on va faire un résultat exceptionnel avec les stickers, les champions, etc. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu affabulent ou qui ont un peu ce fantasme sur des 3-4 millions, etc. On est sur cet ordre de prix, pour être totalement transparent. Et la vérité, c'est qu'une grande majorité va aux joueurs quand même. Donc c'est-à-dire que c'est pas 4 millions ou 3 millions ou 2 millions et demi ou 1 million, j'en sais rien, qui vont directement dans la poche de Vitality. Et puis même si c'était le cas, ça fait des années qu'on perd beaucoup d'argent ou on perdait de l'argent sur le jeu. Donc on était aussi dans une volonté de rationaliser les coûts. Les contrats qu'on a proposés en 2021 pour les Danois, au moment où ils ont de l'attractivité sur le marché, pour quitter Astralis, ils sont très élevés. Et quand tu fais un benchmark rapide, tu te rends compte que personne, entre guillemets, est rémunéré à ces standards-là, du moins côté coach. Et surtout, moi, ce que j'ai en tête, c'est que les discussions et les négociations avec Zio, ça prend quasiment 1 an à chaque fois. C'est vraiment, ça c'est vraiment l'insight, hein, mais ça se fait pas en 3 mois. Ça met beaucoup de temps. Parce qu'il y avait la reconduction du contrat de Zio aussi dans les papiers. Et donc du coup, j'ai Zio à reconduire, j'ai un écosystème et mes discussions avec les autres propriétaires d'équipes où tout le monde dit nous on est plutôt sur de la rationalisation de coûts, on va arrêter de spend, etc. Donc en fait c'est simple, moi ce que je demande aux joueurs à ce moment-là et aux joueurs qui vont être reconduits, c'est de faire un effort. C'est pas de dire on va vous diminuer de 60% comme j'ai pu l'entendre, c'est absolument faux. Pour citer Zonic, il a dit réduction de 60-70%. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Je crois que la première offre qu'on avait fait à Zonic, elle était plutôt entre 25 et 30%. Ce qui était déjà conséquent, attention, hein, je dis pas, hein, c'est un effort considérable. Mais on était à peu près plutôt dans ces horizons. À la fin, on était, sur la fin des négociations, on n'était plus dans ces ordres d'idées-là. Mais, je veux dire, ça a pris tellement de temps, il y a eu tellement un cheminement, et puis, de manière aussi très transparente, on ne s'attendait pas forcément à voir émerger à ce moment-là une équipe comme Falcons, qui n'a pas du tout les mêmes on va dire moyens que la plupart des organisations. Donc à ce moment-là, en fait, pour nous, bien sûr, on demande des efforts, mais on est dans une optique de longévité, d'offrir en fait au groupe le potentiel d'avoir plus de ressources long terme et de gagner. Et de toute manière, en disant oui, vous faites des efforts, mais
Vous le voyez, là on a une équipe pour gagner longtemps et pour gagner plusieurs majors. Si on gagne des majors ensemble, en fait le manque à gagner que vous avez peut-être via le salaire ou via peut-être un pourcentage par-ci par-là, il va être largement compensé. Continuons le cycle, allons-y. Malheureusement, je pense que les back and forth, les discussions qui ont traîné, qui ont été un peu houleuses par moments, etc. Et le fait qu'il l'ait pris un peu personnellement en se disant, tu te rends compte, je viens de gagner un major et vous me demandez de réduire, c'est pas forcément la meilleure perception. C'est là où peut-être nous on s'est trompé, vraiment. Je pense que fait qu'ils ont été tentés peut-être par, du moins pour Zonic, il a été tenté par notre projet. Moi, j'ai pas du tout voulu gérer Zonic et Magisk de la même façon. C'est-à-dire que j'avais dit à Magisk, pour le moment, on ne négocie pas, toi et moi, tant que je n'ai pas réglé la solution du coach. C'est-à-dire que je voulais voir si Zonic restait ou pas, parce que si Zonic partait, en fait, j'avais les moyens d'offrir un contrat intéressant à Magisk. Et Magisk n'a jamais eu une offre à la baisse. Jamais. Il a même eu une offre qui a été plus grande que ce qu'il avait déjà. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment que le coach libère un peu de puissance financière, et en plus de ça, maintenant que je connaissais un petit peu le marché et que j'ai vu que les grands discours de certaines organisations, ça partait sur des buyouts à la con, des machins, etc. Parce que c'est tout le temps pareil, je peux pas les juger. Mais on dit des trucs et après il y a la réalité de est-ce que je vais louper mon major, est-ce qu'il faut que je sois attractif. Bon, tu te rends compte qu'il y a plein d'orgues qui voulaient rationaliser, ils n'ont pas forcément rationalisé et le marché est parti en couille. Donc du coup à ce moment-là, au moment où effectivement Zonic je sais qu'il part, Magisk n'a jamais reçu une réduction de salaire du tout. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai pu être un peu taquin sur les réseaux sociaux en disant vous ne savez pas, mais c'est ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Après, est-ce que j'en veux à Magisk et Zonic ? Non, encore une fois, je suis personne pour juger de leurs intérêts, ce qu'ils pensaient faire. Je pense qu'ils ont pris la décision en pensant que c'était le mieux pour eux. Et au final, on va dire sur le court terme, ça a été une situation un peu perdant-perdant, hein, soyons honnêtes. Parce que je pense qu'on avait, avec ce line-up, on avait de quoi gagner à Copenhague et que eux, malheureusement aussi, ils n'ont pas eu une année en flamboyante l'année d'après. Mais je pense que voilà, c'est un peu extrapolé d'entendre les 60% parce que c'est pas vrai. Et vous êtes donc du coup la meilleure équipe en 2023. Zio au top, bien sûr, Apex aussi. Spinx réalise une très bonne année, top 5 HLTV. Et dans ces conditions, donc là on est juste avant les deux blasts, comment on en arrive à signer finalement Mezi, qui est, on va pas se mentir, sur le papier, un deuxième, voire même un troisième choix par rapport à ce que Vita voulait initialement? Je pense qu'on s'est jamais caché, même auprès de William, de Mezi, qu'effectivement, il était troisième dans la liste des priorités. La priorité pour nous, c'était Magisk. Voilà, c'était d'avoir de la stabilité, de continuer. La deuxième, c'était Twist. Voilà, et la troisième, c'était Mezi. Donc, c'est pas un gros mot. Je veux dire, il est quand même dans un ranking, c'est quand même quelqu'un qu'on a considéré, qu'on a valorisé. Twist a fait ses choix, je pense, de confort et par rapport à une organisation qu'il connaissait avec Liquid. Je pense qu'il a fait le choix un petit peu le choix de l'international, le choix il est canadien, Liquid est une orgue nord-américaine. Je pense qu'il a fait ses choix là-dedans et franchement. Donc Twist, c'était une possibilité, c'était même proche. C'était pas que c'était proche, on a eu des discussions, on a fait des offres et au dernier moment, il a préféré le choix un peu safe pour lui. Et encore une fois, je comprends son raisonnement. Mais c'est sûr que c'était nos discussions. Il y avait Frozen aussi, d'ailleurs. Vous me ramenez en arrière. Donc il y avait Frozen aussi. Frozen, lui, était vraiment focus sur FaZe, donc on n'a pas eu vraiment l'occasion de discuter ensemble. Et j'avais déjà un petit peu poké Robs à ce moment-là, en lui disant qu'est-ce que tu fais ? Mais lui aussi était concentré sur FaZe et il avait encore un an de contrat, donc ça s'est vite arrêté là. Après, on a eu une discussion avec Mezi sur les profils. On s'est rendu compte qu'il était assez polyvalent, que c'était un email leader, donc on avait ce côté un petit peu de deuxième voie qui pouvait nous rassurer. On prac sur CS2, donc c'est le tout début de CS2, il avait vraiment un niveau excellent, voire très bon. Donc du coup, je pense que c'était une solution qui satisfaisait tout le monde. Et surtout, je la prends pas seul dans mon coin. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand j'ai la plupart des joueurs à renouveler, parce que fin 2023, j'ai quasiment tout le monde à renouveler. Hein. J'ai Apex, j'ai Spinx et j'ai Zio. Je vais les voir en disant, ok les gars, si je fais ce joueur-là, si je fais Mezi à ce prix-là, parce qu'encore une fois, contexte de marché, personne ne veut bouger, personne ne veut vendre. Le mec a un buyout fixe sur son contrat. Donc c'est-à-dire que si je veux le prendre, il faut que je paye. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. Hein. C'est sûr que le montant que j'ai payé versus la valeur du joueur, c'est pas forcément représentatif. Et à côté, il y a aussi ce truc à prendre en compte que potentiellement prendre Mezi chez Fnatic, c'est leur enlever le RMR. Et d'ailleurs, ils sont pas qualifiés à ce major-là, je crois, à Copenhague. Donc c'était
plein de composantes qui faisaient que c'était compliqué. Donc, quand on a eu ces discussions-là, je suis allé voir les gars en disant, les gars, si on fait les efforts pour vous donner votre troisième choix, parce que c'est votre troisième choix, est-ce que tout le monde est à l'aise avec ce projet? Est-ce que vous prolongez? Parce que c'est ça, pour moi, le nerf de la guerre, c'est garder mon corps le plus important. Tout le monde a dit oui, tout le monde était très content du choix. On est parti sur ça et il est forcé de constater que William a énormément progressé sur l'année 2024. Et j'imagine qu'on va parler de 2024. Et a aujourd'hui un coéquipier modèle. Alors je sais que ça fait sourire à chaque fois qu'on dit le groupe vit bien, il est sympathique, il est souriant, nanana. Mais c'est important parce que. Et dans le groupe, d'ailleurs, il y a Extase qui est revenu aussi. Ouais. Pourquoi Rémi et pourquoi pas un coach inter, du coup, vu que t'es passé en inter? Bah, c'était assez simple, c'est deux choses. J'ai fait pas mal d'interviews avec des coachs inter. Je connais mon in-game leader qui a 32 ans, on va dire qu'il a des grandes qualités, mais qui a parfois aussi des défauts. Encore une fois, il faut que je rassure mes cadres. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est vraiment, ils l'ont. Le Zonic Magisk, qui part, c'est un gros coup sur le museau. Mais vraiment, il faut que je les rassure. Donc, il faut quelque chose ils savent qu'ils vont peut-être un petit peu y perdre. Désolé pour Rémi, parce qu'on parle de Zonic, qui est le GOAT, etc. Mais du moins qu'ils connaissent et sur lesquels ils peuvent être confortables. De deux, j'ai fait pas mal d'interviews avec des coachs inter. J'en ai eu. Je vais te dire, moi vraiment, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais ce qu'on me reprochera pas, c'est de prendre du temps, de parler à tout le monde, de considérer pas mal de profils. Et sur le fit, sur la temporalité que j'avais, c'était la meilleure chose. Puis la vérité aussi, je vous le dis, ça faisait 6 mois qu'on commençait à travailler sur un plan d'académie avec Rémi. C'est facile pour moi de travailler avec lui. J'ai une relation de confiance, même si elle a mal signé. Mais j'avais aussi ça un petit peu en tête, c'est que je lui ai reproché des choses pendant son époque française. Il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il a mal fait. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il doit encore progresser cette année. On a eu des discussions constructives, mais assez dures ensemble pendant 2024. Mais j'avais ce côté un petit peu aussi injuste de me dire qu'on l'avait fait un peu, on lui avait fait un peu à l'envers à l'époque des Français. Donc j'avais aussi envie de le voir dans un contexte de son Vitality à l'international et peut-être lui donner cette chance que je lui avais pas donnée des années précédentes. Donc il y avait plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que maintenant Rémi est l'homme de la situation? Moi je pense qu'à l'heure actuelle c'est le cas. Il a moins confiance, il a la confiance de Vitality, il a la confiance des joueurs. Est-ce qu'il doit progresser à s'améliorer? Évidemment. Je pense que 2024 l'a montré, c'est une année qui est ok mais insuffisante. Et maintenant, ça va être à lui. Il a 1 an pour montrer effectivement que c'est un coach de niveau international et qui est capable de s'imposer. Donc c'est un petit peu là où j'en suis. Mais aujourd'hui, est-ce que Rémi est en discussion ou on le considère pas? Non, c'est faux. Maintenant, j'en attends plus et ils le savent. Quand il arrive avec Mézi, du coup, ça se passe bien. Vous gagnez en blast. Vous êtes un peu l'équipe à abattre en début 2024. Bon, il y a la catastrophe, on peut le dire. Elle est validée. Ça rate encore une fois. Il y a le Major qui suit juste après. Malheureusement, petite déception parce que vous allez en demi, vous perdez contre FaZe. Et sur ce tournoi, on remarque notamment en playoff, Ziwo est pas trop en forme. On remarque qu'il est souvent malade en event. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place? Est-ce que vous pouvez le fixer? Parce que si Ziwo n'est pas en forme, forcément vous êtes impacté, quoi. Non, là malheureusement il a eu un empoisonnement alimentaire, donc c'est compliqué de le voir venir. Non mais c'est pas arrivé qu'une seule fois, on va dire. Ça arrive, mais après je veux dire c'est le quotidien aussi des mecs qui sont H24 dans les avions, l'enchaînement ils font 223 jours de déplacement par an. Après c'est sûr que j'adorerais avoir une cellule médicale qui voyage avec eux, etc. Mais tu doubles complètement tes frais, etc. C'est à une époque on avait avec Olympe Santé proche de Vitality, on leur faisait un check-up régulier, sur certains événements, on leur met aussi un kiné à disposition. Bref, on fait des efforts. La vérité, c'est que c'est hyper difficile de professionnaliser encore à ce niveau-là. C'est l'étape d'après, bien sûr. Et tu le vois, quand tu as un joueur qui est malade, toutes les équipes ont 2 à 3 joueurs malades par événement. Je sais que Wonderful, par exemple, à Shanghai, il a eu la crève pendant un moment. Malheureusement, c'est un peu la loterie. Bien sûr qu'on aimerait leur filer des compléments alimentaires, des vitamines, les mettre de temps en temps sous vide pour être certain qu'ils ne s'abîment pas et que tout va bien. C'est difficile à planter. Après, ce qui est certain, c'est que
Ce qu'on les encourage, c'est voilà, à se dépenser, à faire du sport, à faire des choses qui les mettent en bonne santé. On le voit avec Apex, il a une belle transformation physique. On les encourage, mais encore une fois, c'est un processus et on peut pas aujourd'hui leur imposer, surtout avec le rythme de vie et le degré de sacrifice qu'ils font au quotidien pour vivre de leur passion et nous représenter au plus haut niveau. Donc on le fait, mais il faut qu'il y ait aussi la volonté du joueur et que ça avance. Maintenant, moi je l'ai dit, hein, à partir de cet événement, après Copenhague, on est discuté en disant que ce serait bien qu'il y ait minimum 2 grosses visites médicales par an. Donc là, ça va être le cas cette année où il va y avoir 2 grosses visites médicales. Maintenant, voilà, on a beau être en forme, etc. S'il y a une grippe, un Covid ou un truc comme ça qui circule dans les arènes, quand tu check la moitié des gens, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné et ça arrivera. Hein. On peut pas malheureusement les protéger de tout. Donc demi-finale au Major. Ensuite, vous enchaînez avec une finale perdue face à Mouse en Pro League, en plus assez nette. Il y a cette finale aussi perdue à Dallas face à G2, alors que G2 joue avec Stewie. Et une demi en Blast. On remarque que vous êtes toujours placé, mais malheureusement pas gagnant, pas de titre. Et on sent que ça commence un peu à peser sur l'équipe. Quel est le sentiment à ce moment-là? Est-ce que c'est le début des premiers doutes sur le projet, ou de se dire on va faire une moitié de saison finalement sans trophée, ce qui est le cas d'ailleurs? À ce moment-là, on n'a pas vraiment de doute, on est un peu frustré. Je pense que celle qui nous a fait le plus mal, c'est Dallas. Parce que EPL, tu passes à travers. Si tu te trouves, c'est un mauvais jour. Et Mouse était injouable ce jour-là. Franchement, ça fait chier parce qu'on doit tous les jours battre Mouse, hein, entre guillemets, sur le papier. Hein. Mais bon, ça arrive de temps en temps d'avoir des mauvaises journées, d'avoir des mauvaises passes. On essaie de le limiter, mais quand ça arrive, ça arrive, quoi. Donc là, tu te prends vraiment une branlée contre Mouse et il n'y a rien à dire. C'est net et sans bavure, comme tu dis. Pour Dallas, c'est plus chiant. Dallas, vraiment, je pense que ça nous a fait du mal parce que je pense que c'était gagné. Genre, on fait de la merde sur la deuxième map, c'était fini. Et derrière, on leur donne le momentum et on sait à quel point c'est puissant sur Counter-Strike. Surtout quand tu te fais, entre guillemets, reverse sweep. Sur la G2, Nico. Ouais. Il aime bien les momentum. Exactement. Donc, du coup, on se donne un peu le bâton. Et là, oui, je pense que là, il y a quelque chose qui commence un petit peu à peser. Il y a un truc, mais on sait pas vraiment quoi, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, on essaye ce que tout le monde un peu s'ouvre par rapport à ça, mais on n'est pas alarmiste pour autant. Parce que comme tu dis, on est placé. Pour moi aujourd'hui, Vitality, oui, ça doit gagner plus de titres, mais quoi qu'il arrive, dans les pires des cas, ça doit jouer des demi-finales de manière régulière. Et je me souviens, il y a des années aussi, on faisait des finales et ça se débloque sur un événement et derrière, on faisait 4 d'affilée. C'était un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs en 2023. T'as Rio où on y va sans pression, tu gagnes Rio, derrière, t'en fais 4 ou 5 l'année. Donc en ce moment, on n'est pas dans un mode de panique, on n'est pas plus agressif ou plus inquiet que ça. Mais on sent effectivement que Dallas a laissé des traces et qu'on commence un petit peu à se poser des questions sur notre capacité finalement à tuer les matchs qui sont close, quoi. En fait, ce qui nous a vraiment coûté le plus cette année-là, c'est que à chaque fois qu'il y avait un match qui était très serré, on l'a jamais pris. On l'a jamais gagné ou quasiment très peu, quoi. Et je pense que c'est ça la grosse différence entre le Vitality 2023 et 2024, c'est que il y a une petite différence de caractère. Et en 2023, ces matchs-là où ça se joue à 11-11 et qu'il faut avoir le play ou quelqu'un qui step up pour gagner, en plus de Zivo, quoi. On l'avait peut-être un peu moins, quoi. Et en plus, ça se poursuit pas très bien, puisqu'après le Player Break, il y a la première version, on va dire, officielle de l'eSport World Cup, un tournoi très important pour Vitality. Et malheureusement, ça perd en quart contre Virtus Pro. Counter-Strike récupère que 60 points, enfin du côté de Vita. Est-ce que c'est peut-être l'une des plus grosses déceptions pour la structure? Complètement. Toi, tu l'as mal pris en tout cas. J'ai très mal pris. Tu l'as mal vécu. Je l'ai très mal pris. Parce qu'en plus, vraiment... même si je suis pas inquiet, je suis frustré forcément parce que tu te dis qu'on a une équipe qui est quand même capable sur 2-3 performances. En fait, des fois, tu regardes les matchs, tu te dis putain, on est vraiment la meilleure équipe du monde, quoi. Puis derrière, il y a un trou, un passage, et on montre rien, quoi. Et c'est frustrant d'avoir ce double visage-là. Et l'eSport World Cup, vraiment, je l'avais dit au coaching staff, c'est hyper important pour le club parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est un événement qui compte beaucoup à l'échelle des objectifs d'une boîte, hein. On le voit par exemple avec Liquid qui a fait deuxième, qui fait quasiment 3 millions. Donc c'est quand même une grosse rentrée d'argent pour le club. Et perdre contre ce VP-là, ce Virtus Pro-là, de cette manière-là, après encore une première map, et un petit peu à l'image de tous les matchs qu'on avait vus en début de saison, en fait c'est ça qui commence à m'irriter. C'est-à-dire bien sûr c'est important, mais surtout on montre un petit peu le même visage, les mêmes erreurs, et je vois pas de progression. Donc après l'eSport World Cup, oui, on a eu un gros call avec les coachs, qui était pas forcément très sympathique de ma part, mais j'étais frustré, et il faut que je le partage aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment aussi,
je veux bien encourager, être positif, etc. Mais il y a des fois, quand j'ai une frustration, je le donne. Je veux pas aller faire chez les joueurs, je vais le dire au coach, parce que ça doit ruisseler de ce côté-là. Le coach, aujourd'hui, a la responsabilité là-dedans. Et j'aurais demandé d'avoir une réaction. Et la réaction, elle est arrivée. Je disais, on enchaîne avec Cologne. Moi, j'aime bien l'histoire de ce jeu. C'est important. Et Cologne, c'est un peu l'un des tournois les plus importants avec le Major et Cato. Et vous le gagnez, du coup. Ouais. On vous attendait un peu moins, mais vous le gagnez. Qu'est-ce que ça représente de gagner Cologne, quoi? Cologne, c'est un mini-major, quoi. C'est un rêve, quoi. Moi, je regarde Cologne depuis, je sais pas, 10 ans. À chaque fois, tu vois ces événements-là. Parce que déjà, c'est l'arène ou le lieu où a un petit peu né l'e-sport en Europe avec ESL et les bureaux, etc. Donc il y a vraiment ce côté où c'est une ville emblématique pour l'e-sport mondial, on va dire, et cette arène, cette ambiance, et puis c'est une finale qui nous a quand même fait défaut pas mal de fois. On a perdu contre Liquid, on avait perdu au moment du Covid aussi, pas en arène mais online. Donc bref, tu vois, c'est des tournois que tu dis putain, autant je ferai plus jamais une finale à Cologne, quoi. Surtout, tu vois, genre en 2019, quand on le fait contre Liquid, tu te dis, peut-être c'est la seule occasion qu'on aura de lever ce trophée, tu le gagnes pas. Et là, de le gagner, en plus, avec la manière, parce que l'air de rien sur le tournoi, c'est quand ce Vitality marche, quand ce Vitality est en forme, est en confiance, etc., bah, t'as eu l'échantillon parfait sur Cologne, quoi. Et cette fois-ci, sur la finale, les rounds clés, vous les gagnez aussi, même s'il y a just 2 clés. Mais je pense que ça a été mais je pense que ça a été une combinaison plein de choses. Ça a été une combinaison de un peu de pression après le WC, un peu et aussi d'orgueil aussi. Et les joueurs, l'air de rien, je le vois, c'est quand c'est un tournoi qui est inscrit dans leur ADN. Tu vois, typiquement Cologne, c'en est un, comme les majors. C'est vraiment des tournois pour un joueur et il pourrait jouer sur une jambe, ils iraient quand même. Tu vois qu'il y a le supplément d'âme et il y a ce supplément de tout, quoi. Et là, vraiment, ça a été une petite parenthèse enchantée à l'échelle de l'année où il n'y a plus aucun problème et que tout le monde, en fait, était aligné et on est arrivé sur le tournoi, on savait qu'on pouvait gagner, quoi. Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas réussi à retrouver plus tard. C'est là où j'en viens. Du coup, vous perdez notamment Eternal Fire en Pro League. Ouais. Vous perdez aussi Mouse à Rio. Vous faites des demi-finales qui sont perdus. Et le Major, évidemment, Car contre FaZe. Encore une déception, encore FaZe d'ailleurs. Mais le point que je voulais souligner, c'est en Major, on retrouve pas le même stade globalement. Sur les, je crois, 7 ou 8 Majors, je crois que vous avez joué. Et vous avez gagné que 4 matchs en playoff, dont les 3 à Paris. C'était horrible. Ouais. Donc vous n'avez jamais battu une équipe du top 8, par exemple, en playoff de Major. Est-ce que tu penses qu'il y a un blocage quelque part ou c'est juste les... Non, je pense qu'on n'est même pas au courant de la stat. Okay. Je l'ai vu passer et bien sûr, les gens qui veulent nous taper dessus l'utilisent parfaitement, mais je crois qu'on n'est même pas au courant de la stat. Je pense vraiment, c'est juste que... Avant, j'aurais pu te le dire, tu vois. S'il n'y avait pas eu 2023, alors 2023, tout le monde va me dire le bracket, etc. Mais on n'y peut rien, le bracket, les gars. C'est genre, encore une fois, on va le redire. Hein. Et notre group stage, on n'est pas épargné. Hein. On joue G2, on joue du monde, quoi. Donc non, je pense que juste ce Major à Shanghai, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on n'est pas une équipe. Et compter 1 mois et demi les uns sur les autres, c'est horrible. Ce qui fait chier, c'est que tu fais un groupe de poule, tu te dis, bah, t'es la meilleure équipe du monde. Et c'est pareil, c'est tout le temps le même sentiment, c'est que tu sens que, bah ouais, t'es injouable, quoi. Il y a des moments où tu vois, tu te dis, bah, en fait, ce Vita, tactiquement, quand les mecs, les individualités répondent présent, qui peut aller nous chercher, quoi, tu vois. Le Maccabi contre FaZe, c'est encore plus ça. C'est incroyable, les FaZe. Ils sont en très grande forme, sur la pointe. Et en même temps, on avait le bracket un peu qui nous faisait chier parce que t'as FaZe G2, qui était un peu nos bêtes. La partie basse du tableau. FaZe, c'est pas notre bête noire dans le sens où on les a fracassés toute l'année. Mais tu sais que ces équipes-là, c'est un peu comme Nip à l'époque, c'est magique, quoi. C'est chiant. Tu vois ce que je veux dire, c'est que sur un événement, les gars, ils sont capables de se transcender et transformer. Ce qui s'est passé avec Robs, qui a juste chié sur le tournoi, hein, excusez-moi de le dire comme ça, mais il était beaucoup trop fort. Et donc du coup, tu te dis, bah ouais, fait chier, quoi. Mais bon, je pense qu'en fait, on est sorti du Major forcément déçu parce qu'on s'est vu le gagner après les group stage. On se voyait... on le ressentait, il s'est passé quelque chose, quoi. Mais en même temps, je pense que les gars, ils étaient un peu soulagés de se dire, ça y est, c'est la fin de l'année. Parce que cette année, on a fait tellement d'efforts, de compromis sur la tactique, sur la gestion du groupe, sur essayer de digérer ou de se comparer à 2023. C'est dur, en fait. Je le vois même sur d'autres jeux, je vais parler de Rocket League 5 minutes, mais les gars sont champions du monde en 2023, ils gagnent tout en 3 mois, et en 2024, tu te rends compte que les mecs, ils se battent contre eux-mêmes, en fait, pour essayer de retrouver un peu les sensations. Et en fait, on est un petit peu dans ce truc un peu hybride et un peu bâtard de se dire,
à la fois, tu es un peu ton projet 2023, mais c'est plus ton projet 2023 parce que tu as un nouveau coach, tu as un autre joueur, et tu as des joueurs qui sont un peu nostalgiques de ce qu'ils avaient avant, ou qui comparent parce qu'ils n'ont pas forcément cette expérience, ou ils disent, bah, avec ce coach, ça marche moins bien, par exemple, sur ça, avec le nouveau corps, ça marche moins bien sur ça. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent et qui font que une équipe, de toute manière, tu te rends compte que c'est un mécanisme, c'est de l'horlogerie, c'est de l'orfèvrerie, c'est vraiment dans les petits détails, dans les petits pourcentages, et à la fin c'est ça qui te fait gagner. Et je pense qu'on a un petit peu manqué de tout ça, pour que finalement on soit vraiment un groupe qui a un peu plus de grinta, qui se batte ou qui va chercher justement ces rounds un peu clés, ou ces moments où il faut se dire les gars, faut renforcer, faut tuer le match, faut avoir cet instinct de tueur. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué en 2024, c'est l'instinct de tueur. C'est le bilan que tu tires de cette année 24. Le bilan en 2 mots, je trouve que c'est une année qui est ok. Je veux dire, techniquement, c'est la deuxième meilleure année de Vitality. Tu gagnes Cologne, tu fais régulièrement des quarts et des demi-finales. Mais le seul truc, c'est qu'on a une exigence et une attente qui est tellement élevée par la qualité de notre line-up, par le fait que Ziwo est un joueur incroyable, qu'en fait, on peut pas être satisfait. Et dire qu'aujourd'hui, on a fait tout parfaitement, et que c'est la vie, non, ça serait faux. Il y a une remise en question qui doit se faire aussi côté club, côté joueur, côté staff. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire juste après Shanghai, et que j'espère pour tracer Free sur 2025. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui s'enclenche, avec beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus d'envie, on va dire, de pousser le truc. Et tu sens que là, effectivement, c'est une nouvelle phase, quoi. Et je le ressens auprès des joueurs. Du coup, vous avez prolongé Flamesy, qui incarne un petit peu l'avenir, mais le passé c'est surtout Spinks, on est obligé de mettre les pieds dans le plat. Spinks qui voulait partir, on l'a appris avec le lead donc de KRL, qui voulait partir déjà avant le player break. Il avait formulé donc son envie de départ. Concrètement, pour les fans de Vitality qui se posent la question, et pour nous tous qui suivons CS, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Autan pour en arriver là, pour que la situation en arrive là en fait? Moi, c'est ce que je dis un petit peu de la question précédente, c'est-à-dire que je pense que l'Autan, il avait une vision, on va dire, et une attache et une accroche avec Zonic qui est différente. Il n'avait pas forcément la même relation avec le nouveau coaching staff. Pas pour dire que c'est la faute du coach, hein. Mais je veux dire, Zonic est quelqu'un qui met beaucoup plus d'emphase, on va dire, sur l'humain, là où Rémi est un leader d'homme à proprement parler, et quelqu'un qui est beaucoup plus dans la stratégie. Je pense que l'Autan est quelqu'un qui a besoin vraiment de se sentir aimé, considéré, et d'avoir l'espace pour pouvoir s'exprimer et être le joueur extraordinaire qu'il est, et qu'il avait peut-être plus de confiance, entre guillemets, pas plus de confiance, mais perception de confiance qu'on lui a donné la place. Dans ce cas-là, il avait plus le sentiment qu'il était dans le système un élément clé que dans cette version de Vitality. Là où on se rend compte que un Flamesy qui commence à prendre de la place, qui fait des différences, etc., on s'adapte aussi entre les forces et les nouvelles forces et les nouveaux statuts des joueurs, qu'est-ce qu'il peut amener, etc. Et je pense qu'il y a plein de choses qui font que Spinks, il avait la sensation qu'il était un peu moins un élément central de l'équipe et qu'il avait moins d'espace pour être la deuxième star. Et pas qu'il ait une obsession pour être la deuxième star, mais en tout cas, quand tu as un joueur et un star rifler, tu as besoin de cet espace-là, tu as besoin de cette confiance pour pouvoir t'exprimer et aussi avoir ce bon ego. Donc je pense qu'il a la sensation que pour lui, et je pense que je trahis rien, il en parlera sûrement en interview de son côté, mais il avait la sensation que lui-même, il n'était plus le bon profil finalement pour aider ce Vitality à progresser ou à passer un cap, quoi. Donc en fait, par lui-même, il avait la sensation que peut-être c'était le bon moment pour lui d'aller trouver une équipe qui puisse lui correspondre et dans laquelle il pourrait prendre un peu plus de plaisir aussi, parce que dans cette organisation-là, il était forcément pas hyper épanoui, hein. Je pense que ça se voit et c'est pas un secret. Et je pense que quand tu as un joueur qui est un petit peu en retrait, qui est un peu moins heureux, et forcément ça crée, on va dire, une sorte de brèche ou une sorte de rupture. Apex a parlé de choses qui était inacceptable, on va dire, sur mon live. En détail, j'imagine, de vos côtés, mais je pense qu'il n'y a rien qui est inacceptable, dans le sens où c'est de l'humain, c'est de l'émotion, chacun est libre, ça reste des gamins sur plein d'aspects, mais pas de gamins en main de gaminerie, mais ça reste des jeunes. Et je pense qu'il y a plein de choses qui font que des fois, il faudrait vraiment qu'on arrive à individualiser là-dedans, et je pense qu'il y a
du côté de Vitality en tant que management, le fait que Lotan arrive dans un moment où il exprime l'envie de partir du club, je pense que c'est qu'on a mal fait des choses aussi de notre côté. Donc il faut qu'on entende le feedback, il faut qu'on respecte la volonté du joueur. Et moi, je suis toujours parti du principe que si un joueur aujourd'hui ne se sent pas bien chez Vitality et pense qu'il n'est pas la bonne personne pour nous aider à franchir un cap, il doit partir. Et moi, j'avais aucun souci là-dedans. Après Cologne, il ne nous a pas dit qu'il voulait partir. Il disait qu'il voulait voir des efforts ou des choses qui se modifient dans l'impact qu'il avait dans l'équipe, et que s'il était autorisé à explorer ses options. Moi, j'ai dit, écoute, de toute manière, c'est un jeu de dupes. Tout le monde est autorisé tout le temps à explorer ses options. Il n'y a pas de règles de débauchage, etc. Dans CS, tout le monde parle à tout le monde dans les couloirs, dans machin, etc. Donc tu peux explorer tes options, mais la vérité, c'est que c'est dommage que quand on ait un conflit comme ça, on n'arrive pas à le résoudre. Donc entre guillemets, c'est comme ça qu'on est sorti après Cologne. C'était avant le player break, il savait qu'il allait avoir peu d'opportunités, et en plus de ça, on s'est dit, on se laisse 6 mois jusqu'au major pour faire un bilan et voir effectivement si c'est réparable ou réconciliable ou pas. Et en fait, après Shanghai, je pense que c'était une évidence. Quand j'ai fait le post-mortem et j'en ai parlé avec lui, il était beaucoup plus en paix, beaucoup plus apaisé, mais il était convaincu que il avait peut-être pas sa place dans cette équipe. Et pour le remplacer, du coup, encore un gros coup. Il est Flemzy, avant il est danois. Encore un joueur gratuit, Rops en plus, un joueur que tu voulais déjà à l'époque. Bien sûr. Pourquoi Rops? Parce qu'il est gratuit, parce que c'est pas tout à fait les mêmes rôles, quoi. Non, c'est pas. En attaque, si. C'est quasiment du poste pour poste avec Spinks, donc ça nous allait bien. En CT, ça nous allait bien également aussi, parce que ça nous permettrait peut-être effectivement de rajouter un fixe de métier, quoi, une encre de métier, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas avec Flemzy et William qui dépannaient à certains endroits. Donc au final, quand tu fais ta liste un peu très scolaire, de qui j'aimerais, la liste du Père Noël, parce que c'était vraiment c'était le timing, tu mets Robs en premier, parce que bon, je pense que c'est pour plein de raisons. C'est que il sort d'un Shanghai où tu te dis que quand le mec il a envie, il le sent, il n'y en a pas beaucoup des comme lui, quoi. Ça fait des années qu'il est au plus haut niveau et qu'on sait très bien que c'est un fin tacticien et qu'on a besoin de personnes qui amènent aussi, on va dire, un peu plus de palette stratégique à l'équipe. De deux, c'est un joueur extrêmement expérimenté. Donc en fait, lui, il a été quasiment au premier. Genre aujourd'hui, il n'y avait pas de secret. Avec tous les leaks, ça leak H24 tout le temps. Mais en gros, aujourd'hui, nos deux grosses options, c'était Robs et Nertz. Voilà. Et c'était aujourd'hui les deux joueurs, je pense, qui avaient le plus d'offres et l'intérêt de tout le marché. Et c'est vrai que. Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Parce que malheureusement je joue pas à Monopoly, j'adorais. Il y en a un qui a un buyout avec une équipe qui ne veut pas vendre, qui était assez conséquent. J'ai aussi une réalité que Spinks est toujours sur le bon, et qu'il n'est pas vendu. Oui, et après la vérité c'est que j'ai l'impression que quand tu fais deux changements aussi, il faut vraiment, c'est différent, c'est un autre mécanisme. Un changement, ça va plutôt vite, ça se fait de manière un peu plus facile, quoi. Deux changements, pour moi, il faut vraiment, entre guillemets, bien réfléchir à qui tu prends sur le deuxième. Et si j'avais fait un deuxième changement, pour être honnête avec vous, parce que je vais considérer, j'aurais pris un joueur extrêmement expérimenté, qui est très polyvalent. Et je pense que Nerd, c'est quelqu'un de très polyvalent, très intelligent, etc. Mais techniquement, ça allait être aussi sa première vraie expérience avec une top équipe, parce que bon, chez Hens, il était incroyable, etc. Mais c'était pas non plus, tu joues pas avec des Iwo, tu joues pas avec des Robs, tu joues pas avec des Apex, quoi. Et chez Heroic, il avait un petit peu ça aussi, il jouait pas forcément avec des stars. Donc il y avait ce côté un peu d'interrogation. Et la vérité, c'est que tant que tu vends pas Spinks aussi, c'est beaucoup plus compliqué aussi de te permettre de faire une acquisition aussi importante, parce que là, le buyout, c'était très très solide. Avec Robs, du coup, on part sur une nouvelle année, 2025. C'est quoi les objectifs de Vita pour 2025? Déjà, peut-être passer les poules de Kato. Je suis un peu méchant, mais ça serait pas mal. Non, en playoff. Ouais, en vrai, Kato, le côté curse, etc., sans manquer d'inspiration, ça me casse les couilles, quoi. Ça n'existe pas. Forcément, la malédiction. Ouais, mais c'est la malédiction parce qu'on en a fait quelque chose et que c'est sympa d'en parler, même machin, etc. Mais la vérité, c'est que moi, je l'ai pas en tête, et en fait, ça avait été un gros travail d'ailleurs à l'époque de Lars et de Zonic, surtout d'après de Dan, parce que c'était Dan qui le portait un peu là-dedans. Et forcé de constater qu'on n'en parle même plus. Là, on en parle parce que voilà, c'est
Ça arrive. c'est votre gagne-pain aussi de créer des histoires et c'est important. Mais je veux dire, là où nous, on est vraiment focus là-dedans et je pense qu'on a une honeymoon qui est très puissante. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Il faut qu'on surfe sur cette honeymoon parce que il y a des moments où on va se péter la gueule, on va être moins beau. Ça va être intéressant de voir comment on rebondit et comment on se crée en tant qu'équipe. Mais là, je trouve qu'on a pour le peu qu'on a montré sur les officiels, bien sûr qu'on a beaucoup de choses à travailler en attaque. En même temps, c'est le plus difficile, hein. Mais nos CT sont très forts et je pense que c'est positif. Donc moi j'ai envie de gagner Katowice tout de suite. Je pense que le groupe aussi est focalisé là-dessus. Le Blast Bounty c'est une petite répétition, on n'a pas forcément d'attente. Bien sûr, si on peut le gagner, on gagnera. Mais je veux dire, c'est vraiment aujourd'hui plus pour essayer des choses. Je suis content de jouer des trains, content de jouer certaines équipes, de se jauger un petit peu. Mais le moment où il va falloir sortir les belles games, ça va être ça va être Kato. Donc nous on est À partir de combien de titres c'est une bonne année pour Vita? 25. 3 titres. Ouais, ok. Je pense qu'aujourd'hui Vitality doit gagner 3 titres par an. Ok. Ouais. En parlant d'avenir, entre toi, donc Néo, CEO de Vitality, et moi, commentateur émérite de Waterpolo, je suis obligé de faire la petite blague quand même. Je m'attendais au petit bonnet de bain avant de venir. J'avais hésité à le prendre, mais Tu aurais ça va être dû. trop long. Mais je l'ai acheté. Ah bon, c'est le Les yeux dans les yeux, est-ce qu'un jour, Vitality aura une académie? Réponse seulement oui ou non. Oui. Très bien. On tranche. Pas besoin d'en parler parce qu'on a 6 ans à en parler, ça va vite, on en parle. Le circuit CS évolue en 2025. Ouais. Du coup, si vous êtes bon, vous êtes direct au major. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce move? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas du tout avant toi? À la fois en tant que enjoyeur de CS et les histoires de ouf, je trouve que c'est bien le côté ouvert à tout le monde, même si franchement les RMR, je détestais les putains de RMR, quand je te le dise, c'est pour moi le pire tournoi de l'année en termes de pression, de tout à perdre, etc. Mais pour un spectateur, je pense que c'était la folie, parce que tout pouvait se passer, les plus belles histoires commençaient, on parle souvent de Banny Eagles ou des histoires comme ça. Et donc à la fois, ça fait un peu chier pour le RMR, entre guillemets, traditionnellement parlant, mais de manière générale, le fait que CS soit un jeu ouvert, où il y ait des histoires qui se passent, cool. Pour le top 5, qui soit directement qualifié, qu'on a un peu moins de pression, tant mieux. Mais quelque part, le fait qu'on ait l'absence de ces spots, de ces ligues fermées, nous, c'est un gros manque à gagner, on va pas se mentir. Pour les orgs, c'est un gros coup sur la gueule. On va perdre de l'argent, quoi. Donc ça va être à nous, voilà, et sinon de se réinventer, d'aller monétiser autre chose et d'avoir encore plus, entre guillemets, d'enjeux à gagner un major. Je trouve que j'ai un joueur, une équipe top 5 aujourd'hui, va être très très motivé à gagner un major parce qu'effectivement, depuis qu'il n'y a plus les agreements Blast et le Louvre Agreement avec ESL, c'est sûr que voilà, le minimum garanti qu'on gagnait en participant à cette ligne, on est un peu compensé, mais pas de l'ordre de ces montants-là. Donc pour les tops équipes qui investissent et qui ont une masse salariale importante, c'est dur. Et ça va être à nous effectivement de se réinventer. Maintenant, côté Vitality, la seule chose que je peux dire, c'est que notre jeu c'est CS et que je pense que s'il y a 1 euro à dépenser sur League of Legends versus CS, et je sais que ils vont dire, tout le monde va dire mais vous avez 45 équipes sur League of Legends, blabla, etc. Mais la vérité c'est que oui, si j'ai 1 euro à dépenser sur CS versus 1 euro à dépenser sur League of Legends, je le mets tous les jours sur CS. Pour rebondir sur l'aspect financier, tu parlais, c'est notre dernière question. Aussi rebondir sur l'émission Overtime de Gotaga. Il y a une semaine, Mate et Cassé ont évoqué leur potentiel arrivé sur CS. Une question, tu penses que c'est trop coûteux d'investir sur Counter-Strike aujourd'hui comparé à d'autres jeux e-sport? En fait, ça dépend. S'ils veulent tout de suite avoir une équipe top 5, etc., oui, ça coûte extrêmement cher et par contre, ils vont avoir des compensations en face. Par contre, s'ils misent sur une équipe, on va dire, qui a du potentiel et qui peut se qualifier au major, je pense qu'ils peuvent rentrer dans leurs frais. Maintenant, est-ce que ils sont prêts à prendre cette voie-là, comme peut-être nous, on avait tenté un peu ce pari en 2018, parce que même si on avait Zio, on savait pas que Zio était Zio, tu vois. Tu peux pas savoir comment il va gérer le terrain, tu peux pas être certain qu'il allait être HLTV numéro 1 de la première saison. Donc on était prêt entre guillemets à être une équipe top 15, top 20 les premières années, jusqu'à un moment à grossir. Donc je pense que s'ils ont cette patience et cette rigueur-là, et qu'ils font un coup un pari, ils peuvent rentrer dans leurs frais sans que ça soit exorbitant. Donc moi je pense que si ils ont peur entre guillemets du côté perdre de l'argent, si c'est géré intelligemment et que c'est bien négocié, je pense qu'ils auraient pu faire une opération qui pourrait être neutre ou légèrement déficitaire. Maintenant, s'ils veulent un club qui se bat pour gagner un major dès la première année, oui, je pense que là, effectivement, c'est énormément de risques et c'est très 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 coûteux.
Merci Néo de nous avoir accordé cette interview donc dans les locaux de Vitality au V-Hive. On vous souhaite bien sûr une belle année 2025 avec plein de trophées, à commencer par Kato, et bien sûr toutes les compétitions ESL seront à suivre sur Croissance Track. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. Merci à toi. Merci à vous.